Il est 8h, très bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Que se passe-t-il au sommet de l'État? Exit l'idée d'un moratoire sur la hausse des taxes. Ce sera une annulation. Emmanuel Macron a-t-il cassé le bras d'Édouard Philippe? Page complète dès le début de ce journal. La taxe carbone devait rapporter 4 milliards d'euros l'année prochaine. L'État peut-il trouver cet argent en faisant des économies ou bien sera-t-il contraint de laisser filer le déficit? La réponse dans un instant. Et enfin, tout le monde n'est pas gilet jaune dans le pays. Des citoyens commencent à faire entendre leur voix contre le mouvement. Reportage dans cette édition. Europe 1. On a rarement vu une telle cacophonie. On avait compris que la hausse des taxes sur le carburant devait être suspendue pour une durée de 6 mois. L'idée d'un moratoire, toujours défendue par le Premier ministre à 15h hier devant les députés. Et puis soudain, dans la soirée, sur le plateau de BFM TV, François de Rugy, le ministre de l'écologie, prend la parole et on entend ceci. Ces 3 augmentations de taxes qui étaient prévues au 1er janvier 2019, elles sont annulées pour l'année 2019. Comme ça, il n'y a pas d'entourloupe. Parce que le président, je peux vous dire, je l'ai eu au téléphone il y a quelques minutes, il m'a dit, les gens ont eu l'impression qu'il y avait une entourloupe. On leur disait c'est une suspension, mais après, hop, ça reviendra après. Alors que s'est-il passé? Emmanuel Macron a donc téléphoné à François de Rugy avant l'émission pour lui demander de bien préciser les choses. De quoi légitimement se demander s'il n'y a pas de la friture sur la ligne entre l'Élysée et Matignon, puisqu'à l'Assemblée nationale, quelques heures auparavant, Édouard Philippe était toujours sur la ligne d'un moratoire. On a besoin d'y voir plus clair. Je me tourne donc vers vous, Mickaël Darmon, avec une question simple. Que s'est-il passé? Eh bien écoutez, selon nos informations, pour l'Élysée, tout était clair avec Édouard Philippe. La décision était de parler le plus tranquillement et clairement possible d'annulation et en prononçant le mot à propos donc de la hausse des taxes sur le carburant. Mais à la présidence, on voit le Premier ministre à la télévision faire son discours, on voit le débat s'engager et le mot n'arrive toujours pas. Quand Édouard Philippe en parle, c'est à la fin, effectivement, le mot annulation n'arrive toujours pas. Et quand Édouard Philippe donc le dit à la fin, eh bien pour Emmanuel Macron, le mot n'est pas assez clair. Le mot annulation n'est pas prononcé de manière assez clairement. Alors il décide d'intervenir et fait savoir officiellement qu'il s'agit d'une annulation et non d'une suspension. À l'Élysée, on insiste, quand le Premier ministre a parlé d'annulation, personne n'a capté. Alors on a clarifié. Oui, en demandant donc à de Rugy d'aller le faire à la place du Premier ministre. Bon, c'est humiliant pour Édouard Philippe. Est-ce qu'il y a un divorce là entre le président de la République et le Premier ministre? Écoutez, en tout cas, effectivement, c'est pas le beau fixe pour l'instant. Mais l'enjeu est maintenant de passer le week-end. Le président de la République pourrait s'exprimer dans les prochains jours et ce qu'il dira ou annoncera dépendra de la gravité des événements à venir. Merci Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron qui est certainement en tête la journée de samedi, comme tout le monde. Et oui, absolument. Et c'est d'ailleurs l'une des clés de compréhension de l'intervention élyséenne d'hier soir. Écoutez ce qu'a confié un conseiller du président à l'agence France Presse. Nous avons, dit-il, des raisons de redouter une très grande violence. Fin de citation. Alors David, cette annulation de la hausse de la taxe carbone, ça coûte combien à l'État? Eh bien, dans cette période de flou, c'est peut-être la seule chose certaine. Ce recul, c'est 4 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État en 2019. Donc, si la France ne veut pas voir son déficit exploser, il va falloir le trouver ailleurs, cet argent. Alors, c'est maintenant vers vous que je me tourne, Anne-Laure Jumet, du service économie d'Europe 1. Vous en avez des spécialistes. Eh oui, c'est ça qui est formidable. Ça permet de bien comprendre les choses. Eh oui. Anne-Laure, je vous pose la question. Le gouvernement a-t-il le début d'une idée pour résoudre cette équation? Alors, ils y travaillent, mais la tâche est extrêmement compliquée. Trouver 4 milliards d'euros, 0,2 points de croissance, ça veut dire que certains vont devoir faire des efforts, explique-t-on à Bercy, car il faut faire des économies. Pas question, en effet, pour Matignon d'augmenter les impôts. Des économies, ça veut dire créer des mécontents. Au gouvernement, on en est bien conscient. Alors, le ministre du Budget, Gérald Darmanin, va faire des propositions très précises d'ici quelques jours au président et au Premier ministre, nous dit son entourage. Et certains dans la majorité ont déjà des idées. Le rapporteur du budget à l'Assemblée, par exemple, qui veut faire le ménage dans les niches fiscales, mais là aussi, ça veut dire toucher à certaines catégories de personnes. Ça peut être politiquement explosif. Alors, à l'instant, Gérald Darmanin promet de tenir les comptes publics, mais un ministre de premier plan le reconnaît en off. À la fin, ça se terminera par du déficit en plus. Voilà qui est dit. Merci Anne-Laure Jumet.
Vous le savez, Europe 1 est chaque soir cette semaine au cœur des territoires français pour essayer de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Mathieu Béliard en direct ce soir, ce sera de 17h à 20h à Saint-Avold, en Moselle. Oui, cette ville de Saint-Avold, 15 000 habitants, a vu son centre-ville, a vu son centre saccagé samedi dernier. On n'avait pas vu cela depuis la grande révolte des mineurs dans les années 90, mais la colère s'est brutalement réveillée. Ici, il ne s'agit pas d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, mais d'une jeunesse désœuvrée et de gilets jaunes radicalisés. Reportage Arthur Mbaché. 1995-96, les dernières grandes manifs de mineurs. Depuis, rien ou presque. Saint-Avold déclinait en silence jusqu'à samedi dernier. De sa fenêtre avec son portable, Nazim filme les vitrines cassées et les pillages au centre-ville. Ce monsieur-là, un des casseurs. Enfin, c'est tous les CRS. Ça. La vitrine là, à gauche, mais c'est inadmissible. Un peu plus tôt, au rond-point de la zone commerciale, face à face déjà très tendu, manifestants CRS et en gilet jaune, Juan et Raymond, mineurs retraités qui retrouvent, disent-ils, le parfum des grandes luttes des années 90. Les grèves de mineurs ont commencé comme ça, des CRS qui venaient en face de mineurs et la police, elle vient bastonner, je dirais. Je crois que ce que j'ai vu samedi, c'était ce qui nous est arrivé avec les mineurs, ouais. Et là, aujourd'hui, c'est nouveau ça. Au lieu que ce soit juste une corporation, c'est tout un peuple qui se soulève. Quand même, c'est extrêmement malheureux d'être de nouveau là. Mais attention, il y avait des vicieux qui étaient envoyés par l'État, mais camouflés en mineurs. À l'époque ? Ah oui. Et aujourd'hui, c'est pareil, ils en sont sûrs, les CRS nous provoquent. Ce sont eux, disent les gilets jaunes, qui déclenchent les violences. Saint-Avold, Arthur Mbaché, Europe 1. Alors, des CRS et des policiers infiltrés ou déguisés en gilets jaunes et qui joueraient à attiser la violence, cela nourrit effectivement de nombreux fantasmes sur les réseaux sociaux, mais nous précisons que cela ne repose sur aucun fait avéré. À 8h15, Audrey Crespo-Mara recevra le patron des Républicains, Laurent Wauquiez. Un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique publié hier prend une résonance particulière dans ce contexte d'insurrection fiscale. Selon les experts, la France est le pays de l'OCDE où le poids des prélèvements a été le plus important en 2017. Les recettes fiscales ont atteint 46,2% du produit intérieur brut. La suite du journal avec David Doucan et l'opinion publique qui soutient toujours massivement le mouvement des Gilets jaunes. Pour autant, on commence à entendre des voix dissidentes de citoyens qui veulent autre chose et qui vont vers une autre direction. Oui, certains ont passé un foulard rouge autour de leur cou ou ont endossé un gilet bleu ou bien aucun signe vestimentaire particulier. Mais leur point commun, c'est qu'ils veulent s'exprimer contre un mouvement dont ils peinent à entrevoir l'issue. Reportage de notre correspondant dans le sud-ouest, Stéphane Place. Moins 10, moins 25% certains jours. Dans cette boutique qui vend des montres, Bruno voit son chiffre d'affaires baisser à 3 semaines de Noël et ne cache pas son inquiétude. Aujourd'hui, les gens n'osent pas venir dans les magasins ou dans les centres-villes. Amazon, qui ne paye pas d'impôts en France, je le rappelle, en fait tous les gains. Juste pour Bordeaux, je leur dis qu'il y a 25 000 salariés, 4 000 commerces qui pâtissent directement. Vraiment, il faut être raisonnable. Et certains souhaitent une issue d'autant plus rapide à ce conflit qu'ils redoutent en réalité une manipulation politique. C'est en tout cas ce que pense Jean-Pierre. C'est pas un danger pour les institutions, c'est un danger pour la France. Tout ça, c'est manipulé. Il y a des gens qui portent une grave responsabilité d'attiser les choses. C'est pas les années 90, c'est plutôt les années 30, les factieux, etc. Et puis il y a ceux comme Hassen qui comprennent les revendications de justice sociale, fiscale. En revanche, ils s'interrogent sur l'organisation et donc l'efficacité du mouvement des Gilets jaunes. C'est toujours légitime, c'est pas la question. Mais ils ont un problème, ça va les mener où s'il y a personne pour discuter avec le gouvernement. En attendant, l'ambiance est lourde, angoissante, glisse cette grand-mère qui craint d'assister à de nouveaux débordements sous ses fenêtres. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1. Et le mouvement des Gilets jaunes avec ses violences à répétition chaque samedi a évidemment un impact lourd sur l'économie du pays. Oui, on vous en a souvent parlé. Les commerces des Champs-Élysées, par exemple, ont subi un manque à gagner de 8 millions d'euros sur le seul week-end dernier. Mais zoomons ce matin sur un secteur en particulier, celui de la culture. Théâtre, musée, cinéma, ce sont ces dernières semaines bien souvent vous retrouvez bloqués. Les informations d'Ève Roger du service Société d'Europe 1. Il faut leur arracher la confidence. Oui, ça fait 2 samedis de suite que le Théâtre Marigny à Paris a dû annuler ses représentations de Peau d'âne. Presque 2000 spectateurs au total. Idem pour le Théâtre du Rond-Point. Ou encore le célébrissime Lido qui à chaque fois a dû prévenir ses 1000 clients le jour même que la soirée était annulée. Pas question non plus pour les cinémas UGC et Gaumont de s'étendre sur la fermeture sur
surprise de leur salle sur les Champs-Élysées samedi dernier à Paris, ni même de confirmer les chutes de fréquentation ailleurs dans les multiplexes proches des ronds-points tenus par les Gilets jaunes. Alors pour samedi prochain, musée, cinéma ou théâtre, ceux qui sont dans l'œil du cyclone croisent les doigts. À Lyon, en revanche, où la fête des Lumières démarre aujourd'hui, le maire Gérard Collomb se montre confiant au micro de Jean-Luc Bougeon. Celles et ceux qui viennent à la fête des Lumières, c'est madame et monsieur tout le monde, c'est le gilet jaune lui-même avec sa famille qui viendra le soir, même s'il a manifesté dans l'après-midi. Donc je pense que cela pourra se dérouler dans un climat apaisé. Confiant, mais quand même, le dispositif de sécurité a été renforcé sur la place Bellecour, là où les Gilets jaunes se retrouvent depuis le début du mouvement. Ève Roger, chef du service société d'Europe 1. C'était le journal de 8h présenté par David Doucan.